virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco-essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Il est membre du Conseil national de la communication, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et directeur de publication du journal Kalara, spécialisé dans des questions de justice et de droits de l'homme. Christophe Bobiokono, vous l'avez compris, est notre invité. Christophe Bobiokono, bonjour. Bonjour. Le journaliste Samuel Ouazizi est mort en détention il y a quelque temps, une mort qui suscite beaucoup de commentaires partout dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'on saura un jour ce qui s'est réellement passé? On souhaite qu'on sache un jour ce qui s'est réellement passé, mais pour l'instant, on ne voit pas très bien ce qui est en train d'être mis en place, en tout cas au niveau du Cameroun, pour que la lumière soit faite sur cette mort-là, sur cette disparition. Vous devez vous souvenir que la mort de M. Ouazizi a été annoncée par Equinox Télévision avant d'être confirmée 2 jours plus tard par le ministère de la Défense à travers son responsable de la communication. Et on apprenait à cette occasion, à travers le communiqué qui a été rendu public ce jour-là, que M. Ouazizi était mort depuis début août 2019. Donc, c'est une circonstance qui est déjà assez troublante dans la mesure où, pendant tout ce temps-là, on n'a pas su où se trouvait M. Ouazizi, alors que dès le lendemain de sa mise en détention, ou bien de sa récupération par les militaires entre les mains de la police à Buea, les avocats s'étaient mis à sa recherche. Et finalement, on a simplement appris que l'opinion publique a appris que son corps se trouvait dans la morgue ici à Ekono. Donc, cela n'augure pas de ce qu'il y a déjà une volonté de faire éclater la vérité, mais on ne sait jamais. Alors, vous l'avez dit et vous avez consacré 2 pleines pages de votre journal dans son édition du 8 juin dernier à cette affaire. Vous l'avez dit, si Equinox n'avait pas révélé en exclusivité début juin que Samuel Ouazizi est décédé, peut-être que jusqu'aujourd'hui, on n'en saurait rien. Il est probable que le ministère de la Défense serait resté silencieux par rapport à cette information-là qu'il a donc depuis, je crois, le 2 août, peut-être que je me trompe sur la date. De toutes les manières, depuis cette période... En tout cas, ça faisait 10 mois quand même. Je crois le 17 août. Depuis le 17 août, puisqu'il a gardé cette information-là jusqu'à présent. Alors, gêné aux entournures, le ministère de la Défense a été finalement contraint de communiquer autour de la mort en détention de Samuel Ouazizi, mais en précisant qu'il est mort de maladie et non qu'il n'a pas subi de sévices corporels, comme l'attestent à la fois ses avocats, Reporters sans frontières et d'autres organisations. C'est possible, mais simplement,
le ministère de la Défense nous a déjà habitués à des déclarations qui n'avaient pas été vérifiées par la suite. Oui. Et donc, nous restons dubitatifs. Il faudra probablement que les enquêtes commencent et qu'il y ait l'intervention de médecins légistes Oui. pour savoir exactement dans quel état se trouve ce corps et qu'on puisse peut-être déterminer les causes réelles de sa mort. Alors, pourquoi le ministère de la Défense a attendu 10 mois pour communiquer autour de cette affaire, finalement sous la contrainte d'une information en exclusivité donnée par Equinox, alors que, comme je l'ai lu dans votre journal, l'avocat avait déjà écrit pour dire qu'il croyait que son client était décédé? Pourquoi à ce moment-là, à votre avis, le ministère de la Défense n'a-t-il pas communiqué tout simplement autour de la mort de ce garçon? Il est fort probable que le ministère de la Défense ait été dans l'embarras devant la situation de ce jeune homme qui a été interpellé, qui a été convoqué par la police, un commissariat de sécurité publique de la ville de Buea, qui a répondu à la convocation, qui a été détenu pendant quelques jours dans cette unité de police, avant d'être récupéré par le commandant du 21e bataillon d'infanterie motorisée qui est basé à Buea, donc des militaires récupérés par eux, donc gardés dans une caserne qui n'a pas vocation à avoir des lieux de détention. Il a été récupéré alors qu'initialement, il était prévu qu'il soit remis entre les mains de la police judiciaire plus qualifiée pour mener des enquêtes judiciaires. M. Ouazizi étant suspecté d'avoir commis des actes de terrorisme, oui. d'après ce que les policiers avaient dit à ses avocats. Donc c'est une situation qui est très très embarrassante pour tout le monde, dans la mesure où M. Ouazizi, pour l'instant, est un civil qui a été interpellé par la police et qui aurait pu mériter d'un traitement tout à fait normal, prévu par le code de procédure judiciaire, mais jusqu'à ce qu'il décède, aucun magistrat, aucun parquet n'avait été informé de sa situation. Le tribunal militaire, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Buea n'était pas informé. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du FACO n'était pas informé. Le ministère de la Justice n'a pas donné l'impression d'être informé de la situation. Donc voilà, le ministère de la Défense était embarrassé. On peut même imaginer que si il n'y avait pas eu des témoins, pour savoir que M. Ouazizi avait été interpellé par la police, puis remis au commandant du 21e bataillon d'infanterie motorisée. Oui. S'il n'y avait pas suffisamment de traces, probablement qu'il aurait pu disparaître totalement. Et Reporters sans frontières dit avoir des images qui montrent très bien des sévices que ce garçon aurait subis. Oui, Reporters sans frontières qui garde pour l'instant ces images-là, ces images secrètes, parle des images qui ont été tournées à Yaoundé, c'est-à-dire quand ce journaliste-là était déjà aux mains de la gendarmerie. Était semble-t-il, aux mains de la gendarmerie, puisqu'il s'agit des allégations pour l'instant du ministère de la Défense. Alors, lorsqu'on regarde cette affaire, Christophe Bobio-Kono, vous avez commencé à les évoquer tout à l'heure. À votre avis, quelles sont les différentes irrégularités qu'on peut observer, du moins au niveau procédural, en ce qui concerne l'affaire Ouazizi? D'abord, la plus grosse irrégularité, parce que finalement, M. Ouazizi meurt entre les mains des militaires. Oui. Le communiqué du représentant, j'allais dire du responsable de la communication du ministère de la Défense, dit qu'il avait été remis au commandant du 21e BIM pour exploitation opérationnelle. Oui. Exploitation opérationnelle. C'est quoi une exploitation opérationnelle pour une unité d'infanterie? C'est quelque chose qui est très embarrassant. On ne voit ça nulle part dans le code de procédure, pénale pour le moment. Et en plus, M. Ouazizi a été interpellé à Buea. Aucune unité, aucun responsable judiciaire de la ville de Buea n'a été informé. Même la gendarmerie qui aurait pu être plus outillée pour l'interroger. Oui, puisque la gendarmerie fait partie, une force à la disposition du ministère de la Défense, mais qui a cette particularité qu'elle est formée aussi pour travailler avec les civils. Même la gendarmerie à Buea n'avait pas été saisie
de ce dossier. Et en plus, il y a eu des recherches au niveau, j'allais dire, menées par ces avocats, la saisine du juge des libertés et l'intervention du procureur de la République, qui, toutes ces autorités judiciaires n'ont pas pu sommer le commandant du 21e BIM pour qu'il puisse représenter M. Ouazizi devant le juge des libertés. Ça montre combien, aujourd'hui, dans le contexte de crise qui est le nôtre, les militaires, j'allais dire, échappent totalement à tout ce qui est prévu par les textes, par le cadre juridique en vigueur pour encadrer les enquêtes judiciaires concernant des personnes suspectées, même des crimes les plus odieux. Il faudrait savoir que la Constitution de notre pays proclame la présomption d'innocence pour toute personne qui n'a pas encore été condamnée, en tout cas qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive. Oui. Donc, et toutes ces personnes-là méritent d'être traitées de manière convenable, avec le respect de leurs droits. Leurs familles ils ont accès à leur famille, même si ces personnes-là sont emprisonnées après condamnation, ces personnes ont encore accès à leur famille, elles ont un droit de communication, ainsi de suite. On a pu découvrir dans le communiqué du ministère de la Défense oui. Qu'il était allégué que M. Ouazizi avait eu une conversation soutenue avec les membres de sa famille à Buea et à Yaoundé. Mais le communiqué est resté vague dans la mesure où le communiqué parle simplement de la famille sans être précis sur les personnes précises avec lesquelles les militaires avaient parlé, alors même qu'il est démontré qu'au moment où M. Ouazizi part de la police, il y avait déjà un avocat qui s'était constitué à ses côtés oui. Et que cet avocat-là était la personne la plus à même d'être informé, sur tout ce qui pouvait le concerner tant que M. Ouazizi était en détention. Donc il y a une kyrielle d'irrégularité, même au moment où M. Ouazizi a été, aurait été mis à la disposition de l'hôpital militaire de Yaoundé pour être pris en soin, il méritait encore d'avoir la chaleur des siens, en tout cas d'être assisté. À ce niveau-là encore, alors qu'on était face à une question humanitaire touchant à quelqu'un qui n'avait pas encore été condamné et reconnu coupable de quoi que ce soit, et qui avait donc droit à la vie, il n'y a pas eu de la part, compte tenu de ce que disent les avocats qui ont continué à le chercher, il n'y a eu aucune disposition prise pour que sa famille soit informée et que ses avocats soient informés. Alors, s'il y avait une enquête approfondie comme l'aurait prescrit le président de la République lorsqu'il a rencontré il y a quelque temps l'ambassadeur de France, cela signifie que de nombreuses responsabilités doivent être établies pour la mort de Samuel Ouazizi. Il y a de nombreuses responsabilités qui devraient être établies. D'abord, lorsque vous voyez, dès le départ, c'est la police qui interpelle. Oui. Rien ne justifie que le responsable de la police ait pu prendre un citoyen qui a été interpellé par ses soins pour le mettre à la disposition d'une milice, pas d'une milice, mais d'un corps militaire. Oui. Rien. Les militaires ne sont pas là pour entretenir des prisons, pour faire des enquêtes judiciaires. Rien, mais alors, rien ne justifiait cela. Donc, déjà au niveau de la police, il faut savoir ce qui s'est passé pour qu'elle puisse convoquer régulièrement un citoyen et puis qu'elle puisse le mettre à la disposition des militaires pour faire on ne sait quoi. Hein? Alors que le chef de cette unité de police là, avait déjà pris l'engagement de déférer, ou bien, oui, de transférer M. Ouazizi à la division régionale de la police judiciaire de Buea, qui est plus outillée et qui a la compétence pour mener des enquêtes judiciaires. Et en plus, il y a donc une cascade de responsabilités par rapport à ceux qui l'ont. D'abord, ceux qui l'ont gardé à Buea, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ceux qui l'ont reçu à Yaoundé, ce qu'ils en ont fait. Pourquoi l'autorité judiciaire n'a pas été informée de ce qui s'est passé autour de ce monsieur-là. Et puis, on verra finalement, lorsque la responsabilité de l'hôpital général, l'hôpital militaire de Yaoundé, oui. Ayant été engagé par le communiqué du ministère de la Défense, oui. Les enquêtes pourraient montrer si, effectivement, ce monsieur Ouazizi
a reçu des soins appropriés dans cette formation sanitaire. Pour l'instant, nous sommes dans des supputations, mais il y a une cascade de responsabilités qui peuvent être mises en cause. Oui. Et Reporters sans frontières a d'ailleurs demandé qu'une autopsie soit réalisée pour savoir les raisons profondes du décès de Samuel Ouazizi, le journaliste. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la réaction des journalistes, des confrères du défunt, a été à la hauteur de la gravité de cette situation? Oui, mais n'oublions pas que nous sommes dans un environnement qui est quand même assez difficile pour notre pays. Oui. Le pays est parcouru par des crises et qui sont des crises avec des crises sécuritaires. Et donc, ça limite un peu les libertés publiques. J'allais dire surtout dans les zones anglophones et puis à l'extrême nord du pays. Les journalistes ne peuvent demander que comment je veux dire ça, ils ne peuvent demander que justice par rapport à la disparition de leurs confrères. Ils doivent savoir, enfin, au nom de la République tout entière, ce qui s'est passé pour qu'on passe de quelqu'un qui a été convoqué régulièrement, qui a comparu en état de santé, à une annonce qui dit qu'il est décédé depuis 10 mois. Oui. Alors, on a quand même vu, j'entends bien Christophe Bobiokono, mais on a vu quand même d'autres journaux et pas mal de journaux quand même qui ont pris fait et cause pour la version officielle, celle du ministère de la Défense, en concluant que Samuel Ouazizi était un terroriste. Vous êtes très gentil en parlant de journaux. Oui. Nous ne sommes pas là en face de la presse, nous sommes en face des gens qui diffusent des supports écrits, mais qui se font dicter ce qu'ils diffusent. C'est des gens qui sont connus, qui sont sous, j'allais dire, le contrôle des membres du gouvernement connus. Et donc, il s'agit, j'allais dire, pas des journalistes en tant que tel. Enfin, si on était dans un environnement comme la Grande-Bretagne, on parlerait peut-être du journalisme jaune. Et encore que là, oui, encore que là, vous savez, nous sommes dans un pays où la présomption d'innocence est consacrée par la Constitution. Oui. Et lorsque vous avez regardé les premières pages de certains journaux et qu'on disait sur la base des allégations, j'allais dire post-mortem du ministère de la Défense, oui, que M. Ouazizi était un logisticien au service des milices séparatistes, oui, dans la zone du sud-ouest. Ça reste des allégations pour le moment, tant qu'il n'y a pas eu d'enquête. De toutes les manières, l'armée qui a finalement gardé ce monsieur et entre les mains de laquelle il serait décédé, n'a pas favorisé une vraie enquête pour qu'on sache ce que M. Ouazizi faisait. Aussi, j'allais dire, les soupçons qui pesaient sur lui étaient fondés parce que de son côté, M. Ouazizi disait qu'on lui en voulait parce qu'il avait un ton critique par rapport à la gestion de la crise dite anglophone par l'armée camerounaise. Oui. Alors, avant le cas Samuel Ouazizi, on a eu Ngarbou, où des civils ont été massacrés. Il y avait eu également, dans l'extrême nord du Cameroun, une femme et son enfant tués par des militaires camerounais. Mais chaque fois, le ministère de la Défense adopte la même posture, le déni et la thèse d'un complot qu'il y aurait contre les forces de défense camerounaises. Comment comprenez-vous cette stratégie du ministère de la Défense? Je pense que c'est une stratégie non payante, dans la mesure où on ne peut pas indexer l'armée tout entière. Oui. Ce n'est pas possible. Mais il y a sans doute des personnes qui ont agi à des moments et de manière à commettre des bavures, absolument, ou des crimes crapuleux. C'est des personnes... ce n'est pas toute l'armée camerounaise qui peut être accusée d'avoir été embarquée dans ces opérations odieuses. Oui. Mais lorsque la communication du ministère de la Défense tend à faire comme si le fait, j'allais dire, de dénoncer des actes crapuleux qui ont conduit à des isolés, oui, qui ont conduit à des morts, des pertes en vie humaine, à d'autres dégâts, c'est attaquer l'armée. C'est une manière de valider le fait que c'est l'armée, en réalité, qui opère ainsi. C'est comme si ça répondait au mode opératoire réel de l'armée. C'est pour cela que je critique personnellement cette manière de communiquer de l'armée. Il faut savoir que dans le cas des mamans et des bébés qui avaient été tués et dans l'extrême nord, oui, et dont les images
avait circulé, Oui. il y a eu une commission d'enquête qui a découvert des choses assez graves par rapport à ce qui se passait. Il y a un engagement qui avait été pris par le gouvernement camerounais de dire que la lumière sera faite de manière transparente par rapport à tout ce qui s'est passé. Un procès a été ouvert, mais ce procès-là se passe aujourd'hui à huis clos. Vous comprenez? Donc c'est une reculade, c'est 2 pas ou 3 pas en arrière par rapport à des engagements qui avaient été pris. Et le fait que ce procès-là se déroule aujourd'hui à huis clos montre bien qu'il y a des choses qu'on n'aimerait pas que les citoyens, les amis du Cameroun, donc les diplomates, les hommes politiques, ainsi de suite, qu'ils connaissent, que ces personnes-là connaissent de la réalité de ces choses-là. Donc on peut très bien penser que ce sont des choses qui pourraient compromettre non seulement les personnes qui sont mises en cause directement, qui répondent de ces faits-là devant la justice, mais peut-être des gens au niveau de la hiérarchie militaire. Donc notre armée, qui est une armée professionnelle, oui, et tout ça, gagnerait à être accompagnée par une communication, j'allais dire, plus professionnelle aussi, ou plus cohérente aussi, qui sépare très bien le bon grain oui, de l'ivraie, parce qu'en fin de compte, ceux qui commettent les exactions, c'est juste une poignée et non pas toute l'armée entière. C'est jamais toute l'armée entière. Oui. Et donc, il est, selon vous, contre-productif pour le ministère de la Défense de donner l'impression qu'on protège les brebis galeuses au risque de jeter l'opprobre sur toute l'armée. Et il est d'autant plus contre-productif pour le ministère de la Défense que dans l'une des crises, notamment celle qui sévit dans la zone anglophone, l'armée combat en territoire camerounais contre des Camerounais qui ont pris des armes, qui ont créé des milices pour revendiquer, j'allais dire, l'indépendance de ce qu'on appelle l'Ambazonie. De l'Ambazonie. Ça reste donc un problème interne au Cameroun. Donc c'est une question très très sensible. Vous voyez, pendant longtemps, notre armée a combattu Boko Haram à l'extrême nord du pays et on avait l'impression, c'était même une réalité que tout le peuple camerounais était soudé. Oui, faisait chorus derrière son armée. Oui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, parce que c'était un ennemi extérieur. Voilà. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest et tout, on voit bien qu'il y a divorce de temps en temps entre les populations et cette armée-là. C'est une situation qui ne doit pas perdurer parce qu'une armée a vocation à être, j'allais dire, soutenue par son peuple parce que le rôle de l'armée, c'est de protéger le pays, de protéger les frontières, de protéger les citoyens. Ngarbou, des massacres à Ngarbou, on a parlé du cas des femmes et des enfants tués dans l'extrême nord du Cameroun. Maintenant, on a l'affaire Ouazizi. Est-ce que le membre de la Commission des droits de l'homme que vous êtes dirait qu'il y a péril sur les droits de l'homme au Cameroun? Oui, la situation est-elle grave? Il faut s'inquiéter, il faut d'autant s'inquiéter qu'on n'a pas l'impression, en tout cas moi, je n'ai pas l'impression que le discours politique est à la condamnation, j'allais dire préventive, des actes, des bavures ou, j'allais dire, des sévices, des violences sur les populations civiles. C'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est un discours qui devait être présent, qui devait être permanent, d'autant plus que l'armée combat sur le territoire camerounais et souvent a en face d'elle des Camerounais. Oui. Merci Christophe Bobiokone. On va prendre juste une petite pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires et nous revenons juste derrière pour la suite de cette émission. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte,
analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité Christophe Bobiokono. Il est membre du Conseil national de la communication, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et directeur de publication du journal Kalara, spécialisé dans les questions de justice et de droits de l'homme. Alors, Christophe Bobiokono, nous allons parler encore d'un autre journaliste, décidément, qui a maille à partie avec la justice camerounaise. C'est l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Bamoulke. Alors, son procès a repris et les auditions vont se poursuivre les 7 et 8 juillet prochains. Alors, pour revenir brièvement sur cette affaire, qu'est-ce qu'on reproche à Amadou Bamoulke, ancien directeur général de la CRTV? Disons qu'il y a 2 procès. Oui. M. Bamoulke est au centre de 2 procès. Le premier est relatif, fait suite à une enquête du contrôle supérieur de l'État qui avait audité la gestion de la Cameroun Radio Television, la CRTV, oui. Au cours des années 2004 et 2005. 2004, c'était la dernière année de séjour du prédécesseur de M. Bamoulke, donc le professeur Gervais Mendozé, oui. à la CRTV. Et 2005, c'était la première année de M. Bamoulke à la tête de la CRTV. Donc, les inspecteurs d'État avaient fait un certain nombre de contrôles et la commission de discipline budgétaire et financière s'était emparée du dossier, avait sanctionné M. Mendozé et acquitté M. Bamoulke. Puis s'était écoulé presque 9 ans avant que M. Mendozé soit interpellé et que les procès soient ouverts maintenant devant une juridiction pénale. Il y a eu dans cette affaire-là donc 2 dossiers, dont l'un concernait M. Mendozé, un certain nombre de personnes qui étaient ses co-accusés, oui. Et l'autre est né, le second dossier, dont le second volet est né du premier, c'est-à-dire qu'au cours des enquêtes judiciaires, ce qu'on appelle de l'information judiciaire, pendant que le dossier était en instruction judiciaire, il y a eu des allégations selon lesquelles M. Bamoulke, qui a pris donc le relais de M. Mendozé, s'était rendu coupable du gonflement anormal de l'enveloppe de la redevance audiovisuelle reçue par la CRTV au cours de cette période-là. C'est-à-dire que cette accusation-là laissait croire, que M. Bamoulke avait obtenu plus d'argent que la CRTV n'en avait droit, oui, dans les caisses de la CRTV. Et puis il y a eu un emballement. Et toujours est-il dit que lorsque cette situation-là arrive, M. Bamoulke est encore directeur général de la CRTV, il est en fonction, oui. Donc il finit par être inculpé, mais être inculpé libre, et il sera, quand il est remplacé à la tête de la CRTV, dès le lendemain de sa mise à l'écart, il sera embastillé, ce qui est quand même quelque chose qui est un peu curieux. Il sera donc embastillé à la prison centrale de Kondengui, puisque les juges estiment qu'il n'a plus de domicile, ce qui n'était pas vrai, il ne dormait pas à la Belle Étoile. Donc le juge d'instruction, le parquet a estimé que M. Bamoulke ne justifiait plus d'un domicile à Yaoundé et qu'il fallait dans ces conditions-là lui trouver un domicile à la prison de Kondengui. Et puis le juge d'instruction a validé ça. Donc depuis 4 ans, M. Bamoulke est là-bas. Cette instruction-là a été achevée alors que le dossier avait été donc enrôlé. Il est poursuivi dans le cadre de cette instruction-là, oui, avec l'ancien ministre des Finances, M. Polycarpe Abba, et une de ses anciennes collaboratrices. Donc c'est 3 accusés dans cette affaire-là. Il faut noter que M. Abba a déjà été condamné pour des faits similaires dans le dossier qui concerne M. Mendozé, donc en compagnie de M. Mendozé. Dans cette première procédure, le parquet qui poursuit n'a produit aucun témoin. Aucun. Et le parquet a eu de la peine pendant des mois et des mois à faire admettre ce qui est présenté comme des pièces à conviction
contre M. Vamolke. Monsieur Vamolke. Donc, c'est autour de ces péripéties-là qu'il y a eu des renvois et des renvois. Et je crois que le décompte actuel fait cas peut-être une trentaine de renvois. Une trentaine de renvois. Mais pendant que ce procès-là était en cours, le successeur de M. Vamolke, donc M. Charles Ndongo, avait commandé un audit de la gestion de M. Vamolke. Et cet audit-là a semblé déceler des détournements de près de 25 milliards qui étaient mis. Mais c'était un audit à charge, pas du tout contradictoire et manifestement fait pour, comment je peux dire ça, stabiliser M. Vamolke en prison, puisque c'est un rapport d'audit qui s'est retrouvé dès le lendemain de sa, de sa production en les mains du ministère de la Justice. Et M. Vamolke a été encore inculpé avec un certain nombre de collaborateurs et de partenaires de la CRTV. Ça fait donc le deuxième volet de l'affaire Vamolke, de l'affaire Vamolke, ou bien le troisième volet de l'affaire CRTV. Oui. Donc ça fait ce troisième volet-là qui passe aussi et qui reviendra le 10 juillet. Vous avez parlé des renvois du 7 au 8 juillet. Et au 8 juillet, ça concerne le premier dossier. Et puis il y aura le deuxième, du 7 au 8 juillet, ça concerne le deuxième dossier de Vamolke. Oui. Et puis, il y aura une autre audience, donc le 10 juillet, avec un écart d'un jour pour, j'allais dire, la dernière affaire des soi-disant 25 milliards. Alors, Amadou Vamolke est détenu à la prison centrale de Kondengui depuis le 29 juillet 2016, 4 ans déjà, une trentaine de renvois. Comment peut-on expliquer que depuis 4 ans, la procédure ou alors le jugement ne s'est pas véritablement ouvert comme c'est le cas en ce moment? Disons qu'il y a la responsabilité, je peux dire, du tribunal criminel spécial qui est la juridiction concernée, mais il y a des choses qui sont totalement étrangères au tribunal criminel spécial. Il faut savoir que lors du dernier procès, de la dernière audience qui concerne l'affaire pour laquelle M. Vamolke est poursuivi en compagnie de Polycarpe Abba. M. Polycarpe Abba a fait plus de 6 mois sans comparaître, simplement parce que le dispositif mis en place au CED, qui est la prison entre guillemets dans laquelle il est gardé, ne permettait pas qu'il soit extrait pour aller au tribunal. Et dès lors rien que ça. Rien que ça, parce que de toute manière, les gendarmes n'étaient pas d'humeur à le présenter au tribunal. Et pour ça, il y a eu 6 mois de perte de temps. Ça ne concerne pas le tribunal criminel spécial. Et donc, il est maintenu en prison pendant 6 mois sans jugement parce que les gendarmes ne trouvent pas le temps de l'extraire. De l'extraire, et ont mis en place un dispositif qui fait que ses avocats n'ont plus accès à lui. Et ça ne concerne pas que M. Abba. Semble-t-il, ça concerne la plupart des personnes qui sont détenues. En tout cas, pour une période donnée, je ne sais pas si ça se poursuit aujourd'hui. Et on a eu ces lenteurs-là. Mais la deuxième responsabilité vient du parquet qui poursuit. Le parquet, je vous ai dit tout à l'heure que le parquet n'a jamais présenté un témoin. En tout cas, dans le second volet de l'affaire dans lequel M. Vamolke est poursuivi avec Polycarpe Abba. Au départ, le parquet avait voulu présenter des experts judiciaires qui avaient été commis pour, j'allais dire, donner plus de lumière aux faits reprochés à M. Vamolke. Mais s'étant rendu compte que ces experts-là allaient être probablement mis en difficulté ou qu'ils avaient été commis en violation de la loi, parce que n'étant pas des experts comptables, le parquet a renoncé à ces témoins. Et finalement, vous avez des personnes qui sont mises en cause sans qu'il y ait des témoins, sans qu'il y ait un seul témoin pour des affaires qui sont quand même d'une gravité inouïe et pour des sommes qui sont quand même importantes, 4 milliards par-ci, on parle de 25 milliards, 25 milliards de l'autre côté. Ça, c'est la responsabilité du parquet. Voilà. Mais il est arrivé aussi que pour une raison ou pour une autre, l'un des accusés puisse demander aussi le renvoi. Ça fait partie des choses qui ont pu rallonger le procès. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a comme une volonté depuis un mois et demi, 2 mois par là, de faire avancer les choses. Au cours du mois de mai, il y a eu 3 audiences, dont 2 pour la première affaire Vamolke et 1 pour la dernière affaire. Et c'est la même cadence qui pourrait se poursuivre en juillet, même si on peut se poser la question de savoir pourquoi, pour les audiences qui se sont passées en mai, on n'a pas renvoyé en juin, puisque en général le TCS renvoie
sur une période Assez courte. d'un mois, Oui. d'un mois maximum, mais là, on est quasiment à 2 mois. Donc, on pourrait réduire, comment je dis ça, ces renvois-là. Mais on a quand même l'impression qu'il y a une volonté d'accélérer ces procès Vamouké. Alors, est-ce que le fait que Reporters sans frontières, qui a pris fait et cause pour Vamouké depuis quelque temps, est-ce que la main, on ne peut pas voir la pression ou alors la main de Reporters sans frontières derrière cette accélération de la procédure, surtout que Reporters sans frontières, qui demande la libération pure et simple de Vamouké, a été suivie par les Nations Unies qui, eux aussi, demandent la libération de Vamouké. Disons qu'il y a eu un mouvement des dirigeants ou d'anciens dirigeants de l'audiovisuel en Afrique et dans le monde francophone, ces dirigeants-là qui ont très mal accueilli le fait que M. Vamouké soit tout simplement suspecté de mauvaise gestion. Oui. Et donc, il y a une mobilisation, c'est des personnes qui... Mauvaise gestion et détournement de fonds publics. Surtout, oui, mauvaise gestion et détournement de fonds publics, puisque c'est quelqu'un qui a été un de leurs pères et qui dégageait quand même, j'allais dire, une certaine image, une certaine aura auprès de ses pairs. Et donc, ils ont estimé que, le connaissant, c'était difficile qu'on puisse soutenir ça. Et les conditions de son incarcération, je vous ai dit, il est probablement l'une des très rares personnes à avoir été inculpé libre et à se retrouver aujourd'hui en prison alors qu'il n'a posé aucun acte qui montrait qu'il voulait se soustraire de la justice. Donc, tout ça a fait que Reporters sans frontières lui-même est entré dans le dossier. Et je crois que l'entrée de Reporters sans frontières est très déterminante parce que même la position du groupe des Nations Unies sur la détention arbitraire dont vous venez de parler a été provoquée par Reporters sans frontières, puisque cet organe spécialisé des Nations Unies a été saisi par Reporters sans frontières, qui ne s'est pas arrêté là, qui a aussi saisi le rapporteur de l'ONU pour des questions de droit à la santé, M. Vamouké, ayant contacté des maladies assez sévères, une maladie assez sévère pendant qu'il était en prison. Et dans ce contexte de Covid-19, Reporters a pensé qu'il pouvait être remis en liberté afin que la procédure judiciaire se poursuive, alors qu'il est dans cette situation-là. Alors, en un mot, en quoi est-ce que la détention de Amadou Vamouké serait arbitraire si on veut suivre le raisonnement des Nations Unies? Disons que la loi camerounaise, le code de procédure pénale prévoit une durée de détention provisoire maximale de 18 mois. Maximale, c'est-à-dire que si vous êtes prévenu, vous faites l'objet d'une procédure, d'une enquête ou d'un procès, tant que la décision n'a pas été prise, vous pouvez être détenu 18 mois. Vous voyez que M. Vamouké a déjà passé 4 ans. Donc il y a un délai légal qui a été déjà dépassé, Les juridictions camerounaises l'interprètent chacune à sa manière. Il y a plusieurs prisonniers qui ont été remis en liberté, pas le juge des libertés, simplement parce que ces prisonniers-là avaient allégué que ce délai-là est dépassé. Mais simplement des personnes qui sont poursuivies devant le tribunal criminel spécial n'ont jamais eu cette possibilité-là. Alors, Christophe Bobiokono, on observe au-delà du cas Vamouké qu'il y a un problème général avec les procédures judiciaires au Cameroun. Nos prisons étouffent de prévenus qui sont là depuis plusieurs années et attendent toujours d'être jugés. Est-ce qu'il n'y a pas, vous me corrigerez si je me trompe, est-ce qu'il n'y a pas une forme de légèreté quand même de la part du parquet qui poursuit et qui place les gens sous mandat de dépôt pour tout et n'importe quoi à la fois? Disons, vous permettez que je revienne d'abord à la précédente question, parce qu'il y avait un aspect que je n'ai pas évoqué. Allez-y. Monsieur Vamouké a contacté une maladie neurologique sévère. Le médecin qui le suivait, un médecin de l'hôpital central de Yaoundé, donc un neurologue, a estimé que le plateau technique sur place au Cameroun ne permettait pas que son diagnostic aille jusqu'au bout. Et il a fait savoir à son patient, et les autorités camerounaises sont informées que M. Vamouké doit pouvoir aller à l'étranger s'il veut guérir de cette maladie-là, qu'il expose à la perte de l'usage de ses membres, si elle se poursuit. Les éléments, rassemblés par le médecin de Yaoundé, ont été portés
au chef service de neurologie de l'hôpital américain de Paris, lequel a confirmé le diagnostic de son collègue camerounais et suggéré que M. Wamulke devrait être, évacué oui. pour suivre ses soins, notamment en France. Mais, vous voyez, le droit à la santé, le droit à la vie sont des droits qui sont quand même un peu supérieurs au droit à la justice. Oui. Et, M. Wamulke, sur la base de tous ces éléments, a demandé à être mis en liberté provisoire, ne serait-ce pour avoir des soins appropriés. Oui. Et la justice est opposée à cela. Ça fait partie des éléments qui pèsent, enfin, qu'on oppose à l'État du Cameroun au niveau des Nations Unies par rapport au cas de Wamulke. Vous avez parlé de la surpopulation carcérale dans votre question. Le constat est réel. Effectivement, et d'ailleurs c'est un constat qui est fait par le ministère camerounais de la Justice, qui est la tutelle de l'administration pénitentiaire dans notre pays. Il faut savoir que parmi les personnes qui sont détenues, font l'objet de poursuites pénales. Oui. Et il y a deux catégories de poursuites pénales. Il y a des personnes qui sont poursuivies pour des délits et des crimes. Et des personnes qui sont poursuivies pour des crimes. En principe, selon le code de procédure pénale de notre pays, lorsqu'on est poursuivi pour un délit, si on présente des garanties, c'est une garantie de représentation, qui sont quoi? Le fait d'avoir un domicile connu, oui. Ou bien le fait d'avoir des garants qui prennent l'engagement. Oui, qui se portent caution. Oui, qui prennent l'engagement qu'ils pourraient vous représenter si la justice a besoin de vous, ou le fait d'être capable de payer une certaine somme d'argent, donc une caution, pour que vous soyez en liberté. Donc ce dispositif-là existe, mais il n'est pas souvent utilisé par les magistrats, n'est pas très souvent utilisé par les magistrats camerounais qui mettent des gens à l'appel sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt. Et la loi, le nouveau code pénal qui a été adopté, qui a été déposé à l'Assemblée nationale il y a quelques années et adopté, on pourrait dire, dans la précipitation, avait prévu ce qu'on appelait des sanctions, des sanctions qui n'amenaient pas les justiciables à aller en prison. Des peines alternatives. Les peines alternatives, c'est ça l'expression. Des peines alternatives. Les peines alternatives. Oui. Jusqu'aujourd'hui, il est attendu que le ministère de la Justice présente un texte qui vient donc compléter le code pénal pour que ces peines alternatives-là entrent en vigueur. Avec ces peines alternatives, les gens n'iraient pas en prison pour des choses comme troubles de jouissance, c'est pas moi quoi, des petites infractions. Elles pourraient être mises à la disposition, par exemple, des communes pour les travaux d'intérêt général. Vous voyez, donc le dispositif pénal n'est pas complet pour adresser la situation. Oui. Et ça crée donc cette surpopulation carcérale. Il y a une responsabilité du ministère de la Justice qui est quand même chargée, qui a une inspection générale chargée du fonctionnement des services judiciaires qui, si des instructions sont données dans le sens de faire respecter le code de procédure, pénale, pourrait avoir une influence sur les magistrats et leur dire attention, vous n'avez pas envoyé en prison des gens qui n'ont pas à y être, puisque ces personnes-là pourraient bénéficier du statut d'inculpé libre ou d'accusé ou de prévenu libres, puisqu'il y en a beaucoup qui sont prévenus libres et qui comparaissent au cours des procédures judiciaires. Donc, la plus grande responsabilité de cette situation-là incombe au ministère de la Justice, mais incombe au gouvernement, parce que la plupart des prisons qui existent au Cameroun ont été construites pour les plus grandes à l'époque coloniale. Oui. Les capacités ont été dépassées, ont explosé, la population a augmenté. Nous sommes à 20 millions d'habitants aujourd'hui, donc la population même carcérale aussi a augmenté. C'est une situation, donc c'est un problème de programmation, c'est une situation qui met un peu en difficulté l'administration pénitentiaire par rapport aux infrastructures qu'elle a pour mettre, contenir l'assiette des prévenus et des prisonniers qui sont mis à sa disposition. Alors, on parlait des détentions anormalement longues. On peut citer, si vous le voulez bien, le cas Paul Chouta, qui est poursuivi pour diffamation. Normalement, la peine maximale, c'est 6 mois et il est là depuis pratiquement, ça va bientôt faire 1 an qu'il est en prison. Oui. Et il n'a toujours pas été jugé et condamné. Il n'a pas été jugé et condamné et il aurait pu, on est dans le cadre d'un délit, il aurait pu faire l'objet
être dans le statut de quelqu'un qui est poursuivi libre. Qui comparaît libre. Oui, parce que des personnes qui pourraient se porter garant pour assurer la représentation de Paul Tchouta sont nombreuses. Mais on voit très bien, parce qu'il ne faut pas ignorer que la justice a montré ces derniers temps qu'elle pouvait être un peu à la solde, j'allais dire... instrumentalisée. Oui, instrumentalisée par certaines autorités politiques. Et Paul Tchouta est étiqueté comme quelqu'un qui travaille pour le compte du MRC, le parti d'opposition de Maurice Kamto. Et pour ça, certains juges, certains magistrats peuvent organiser très bien la procédure pour qu'il soit détenu de manière indéfinie, sans jugement. Vous êtes dans le monde de la justice comme chroniqueur judiciaire depuis de longues années. Est-ce que vous direz que le Cameroun vit les pires heures de son système judiciaire aujourd'hui, Christophe Bobiokono? Disons que je n'ai pas fait la réflexion dans ce sens-là pour avoir des éléments de comparaison. De comparaison. Mais ce qui se passe en ce moment-ci est très grave. Et lorsque vous parlez, même avec des magistrats, ils vous disent qu'ils n'ont pas confiance au système judiciaire. Parce qu'un magistrat qui a un frère, a une connaissance, qui est en proie à un problème judiciaire, aurait exactement les mêmes difficultés que vous. Et souvent même pire. Enfin, disons que son protégé pourrait avoir des pires difficultés que vous et moi, simplement parce que ceux qui ont la charge du suivi des dossiers souvent pensent que ceux qui viennent intervenir ont un intérêt quelque part. Voilà. Et dans le système judiciaire de notre pays, 1 et 1 ne font plus nécessairement 2. Ça, c'est une palissade. C'est pour cela que vous pouvez voir des procédures judiciaires qui vont très, très, très vite, à une vitesse de l'éclair, et des procédures judiciaires qui ont un rythme anormalement long, en fonction des intérêts de ceux qui sont protégés par ceux qui tiennent la justice. Christophe Bobiokono, merci. Merci de nous avoir reçus ici à vos bureaux. C'est moi qui vous remercie d'avoir permis que Kalara puisse apporter sa voix, son regard par rapport au sujet que vous destinez aux téléspectateurs de votre télévision. Mesdames et messieurs, on en reste là. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous la semaine prochaine, mais en attendant, continuez à vous abonner à notre chaîne Naya TV à travers les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. Merci et à la semaine prochaine.